Salut à toutes et à tous, vous l'avez sûrement vu passer cette étude qui a fait un buzz incroyable sur Internet et qui prétend que tout ce qu'on sait sur l'âge de la Grande Pyramide est faux. Alors, science ou spéculation, on va décortiquer ça ensemble. Voilà la question qui a mis le feu aux poudres. Des pyramides beaucoup plus anciennes que ce que disent les égyptologues. C'est une idée qui fascine, évidemment. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette affirmation spectaculaire? En fait, tout part de là. Un document, un rapport dit préliminaire, qui s'est répandu à une vitesse folle sur le web. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont commenté le titre, mais très peu ont lu ce qu'il y a vraiment dedans. C'est ce qu'on va faire maintenant. Bon, allons droit au but. En science, avant même de s'intéresser aux résultats, on doit d'abord regarder la méthode. C'est un peu comme vérifier les fondations d'une maison avant de regarder la déco. Alors, comment cette étude est-elle arrivée à ces dates qui semblent si folles? L'auteur de l'étude propose une technique qu'il a baptisée la méthode de l'érosion relative. L'idée de départ est de comparer l'usure de la pierre à deux endroits différents de la pyramide. D'un côté, une surface exposée depuis peu, et de l'autre, une surface exposée aux éléments depuis la construction. Le principe, sur le papier, a l'air assez malin et plutôt simple. Étape 1, on prend un bloc de référence dont on sait qu'il est exposé depuis, disons, 675 ans. On mesure son niveau d'usure. Étape 2, on fait la même mesure sur un autre bloc, lui exposé depuis le tout début. Et étape 3, par un simple produit en croix, on en déduit l'âge total de la pyramide. Pour que ce soit limpide, voilà un exemple concret. Imaginons que notre bloc de référence, celui exposé depuis 675 ans, a une érosion qu'on va appeler X. On mesure ensuite un autre bloc et on voit qu'il est 20 fois plus usé, donc 20X. Le calcul est vite fait. 675 multiplié par 20, et hop, on obtient 13 500 ans. Logique, non? Oui, logique, sur le papier. Mais maintenant, on va passer de la théorie à la pratique. Et on va voir que cette belle logique commence à se fissurer de partout. Et le plus intéressant, c'est qu'on va le voir en utilisant les propres chiffres et les propres aveux de l'auteur. Et voilà la question cruciale, le cœur du problème. Toute cette méthode repose sur une seule et unique hypothèse, que l'érosion est un phénomène constant, régulier, prévisible, bref, une sorte d'horloge géologique parfaite. Mais est-ce que la réalité du terrain ressemble à ça? Pas vraiment, non. Sur le plateau de Gizeh, l'érosion, c'est tout sauf uniforme. Le vent qui souffle, le sable qui vient fouetter la pierre, tout ça crée des conditions qui changent constamment. Deux pierres, même très proches l'une de l'autre, peuvent avoir des niveaux d'usure radicalement différents. Comparer deux blocs devient alors un pari très risqué. Et la preuve la plus flagrante que ça ne marche pas, eh bien c'est l'étude elle-même qui nous la donne. Quand on regarde les résultats des 12 mesures effectuées, on obtient un grand écart spectaculaire. Certaines donnent 500-700 ans, d'autres 30 000, et ça monte même jusqu'à 54 000 ans. Cette dispersion énorme est un signal très clair que la méthode n'est tout simplement pas fiable. D'ailleurs, l'auteur lui-même semble en être conscient. Il attribue à ces résultats un niveau de confiance de seulement 68,2%. Pour situer dans beaucoup de domaines scientifiques, on cherche des niveaux de confiance de 95%, voire 99%. Donc 68%, c'est un aveu de très grande incertitude. Mais le plus incroyable, c'est sans doute cette phrase, qu'on trouve noir sur blanc dans le rapport. L'auteur écrit lui-même que sa méthode est fragile et surtout que son postulat de base, l'érosion linéaire, n'est pas scientifiquement justifié. En gros, c'est lui-même qui admet que les fondations de sa maison ne sont pas solides. Ok, on a bien vu les failles de cette étude en particulier. Mais on peut maintenant prendre un peu de hauteur. Cet exemple est parfait pour se poser une question bien plus large. Comment fait-on la différence entre une démarche scientifique, même avec ses doutes, et une simple spéculation qui a l'air sérieuse? Pour bien comprendre un des principes clés, il y a une analogie géniale. Imaginez que je vous dise « Je suis capable de relier la ville de Luxor au temple de Dendera, un trajet d'environ 80 km, en seulement 1 heure. Mon calcul est simple, mon bus peut rouler à 150 km/h, donc c'est possible. Sur le papier, mon calcul est juste. Sauf que dans la vraie vie, c'est totalement impossible, parce que mon calcul ignore la réalité du terrain. La route n'est pas une autoroute, c'est une petite route agricole, elle est truffée de ralentisseurs, il y a des contrôles de police obligatoires et il y a toujours des embouteillages. Mon calcul ignore tout ce qu'on sait déjà sur ce trajet. Et c'est exactement ça, le point crucial. La science, ça ne se fait pas dans le vide, dans une bulle. Une nouvelle théorie doit tenir compte de l'énorme somme de connaissances qu'on a déjà accumulées. Elle doit s'intégrer à ce savoir ou alors expliquer de manière très solide pourquoi tout le reste est faux. Ce tableau résume parfaitement le fossé entre les deux. Une étude scientifique normale, elle est passée au crible par d'autres experts. C'est l'évaluation par les pairs. Ici, non. La science exige que les données soient publiques et vérifiables.
Ici, non. La science dialogue avec des décennies de recherche. Ici, non, on ignore tout le reste. Bref, aucun des garde-fous de la méthode scientifique n'a été activé. Bon, il est temps de rassembler les pièces du puzzle. Après avoir exploré la méthode, ses failles et les principes de la science, qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir de toute cette controverse? Voilà 5 drapeaux rouges, 5 signaux d'alerte qui devraient tout de suite nous mettre la puce à l'oreille. 1. Pas d'évaluation par les pairs. 2. Une méthode inventée pour l'occasion et non validée. 3. Des données qu'on ne peut pas vérifier. 4. Un isolement total par rapport à tout ce que la communauté scientifique a produit sur le sujet. Et 5. Personne n'a pu reproduire ces résultats. Tout ça illustre très bien la différence fondamentale entre les deux. La science, c'est un travail collectif, un immense Lego, où chaque chercheur ajoute une brique en s'assurant que celles d'en dessous sont solides. La pseudoscience, c'est souvent quelqu'un qui arrive avec une pièce qui ne s'emboîte nulle part et prétend que c'est tout le reste du château qui est mal construit. Au final, cette histoire nous emmène bien au-delà de l'Égypte ancienne. La vraie question, ce n'est pas tant l'âge des pyramides, c'est plutôt comment est-ce qu'on évalue l'information qu'on reçoit tous les jours. Garder l'esprit ouvert, c'est essentiel, c'est le moteur de la découverte. Mais il y a une différence cruciale entre l'ouverture d'esprit et le fait de tout accepter sans aucun recul critique. Et c'est peut-être ça le plus grand enseignement de ce décryptage.